Procédons dans l'ordre. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Pas d'exception, jamais d'exception. Il va se faire lyncher. En langage gore, sexe rime avec mort, ok? Règle numéro 2, ne jamais picoler ni se shooter. Boire est un acte avilissant qui conduit toujours à enfreindre la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite ». Bonjour à tous et bienvenue dans Pop et Cornet, votre émission Ciné Canapé sur Radio Campus Amiens. Sarah, bonjour. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, on va faire une émission à laquelle on tient beaucoup. J'ai l'impression qu'on dit systématiquement ça. C'est bien. Mais c'est peut-être parce qu'on tient beaucoup aux films dont on vous parle. C'est un beau principe pour donner envie aux gens de regarder les films. Donc on s'est enfin mis d'accord sur un film d'horreur en fait. Oui, un film d'horreur si tu veux, ouais. Alors pour moi, c'est plus une comédie qu'un film d'horreur. Il s'agit de Scream. Alors, un film d'horreur... Attends, c'est important. C'est pas un film d'horreur, c'est un slasher, qu'on soit d'accord tout de suite, puisque c'est quand même à l'époque où il y avait une mode du slasher. C'est quand même un type particulier. Et voilà, c'est devenu... Là, Sarah fait des gestes. Ouais. À la radio, c'est pas évident, mais Sarah fait des gestes. Ça m'aide vachement, en plus que tu ne les décrives pas. Elle a fait un grand cercle avec ses mains. Tu parlais de statut de film culte du slasher. C'est-à-dire depuis principalement Halloween. Puis il y a eu le très très connu Freddy de Wes Craven, et bien des années après, Wes Craven a remis le couvert avec son Scream. Par exemple. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'entre Vendredi 13, Halloween et Freddy, il y a eu pas grand-chose et Scream. Déjà, Vendredi 13 n'étant rien du tout en soi. Pardon. Donc... ça n'est ni l'endroit ni le lieu pour avoir ce débat. Pardon. Quoique. Oui, non, mais on peut pas nier qu'à l'époque, voilà, il y avait Vendredi 13 le premier et que ça faisait partie des films cultes de l'époque où il y avait plein de gens qui mouraient n'importe quand, n'importe comment, tués par un mec complètement cinglé. Plus sérieusement, voilà, il y en a d'ailleurs eu quelques-uns des slashers, mais on retient surtout ces trois-là pour les suites innombrables qu'ils ont eues, sachant que le moins nombreux c'est Freddy qui n'a eu que 7 films, qui est pourtant déjà pas mal en soi. Et on utilise souvent le terme de culte, en fait, dans cette émission également. Et pour moi, quelque chose de culte, c'est quelque chose qui est très souvent parodié. Et on peut dire que la scène d'ouverture de Scream est culte à ce niveau-là. Oui, elle est tellement culte qu'on s'est dit qu'on n'allait pas vous la passer, mais qu'en fait si, parce que juste pour le plaisir, même si tout le monde la connaît. Vous pouvez aller vous faire foutre! Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. Oui. C'est une plaisanterie ou quoi? Disons plutôt un jeu. Oui, c'est ça, un jeu. Prête à relever le défi? Blondinette. Alors pour le plaisir quand même, c'est génial. Pas depuis le début, mais depuis pas mal de temps, un slasher s'ouvre systématiquement comme ça. Un personnage, à peine présenté, va mourir. Le tueur sera présenté et boum, après, générique, et on peut commencer le film avec les personnages qui vont nous accompagner plus ou moins longtemps pendant le film. Tout à fait. Et donc, alors on reviendra dessus, mais personnage donc sacrifié au début de la saga que sera Scream, Drew Barrymore qu'on vient d'entendre, et le fameux Ghostface qui va rester le même tueur quelque part dans les 3 suites, enfin dans les 4 Scream. Ça, faudra y revenir, mais c'est vrai que le Scream rompt légèrement avec les anciens. Enfin, il apporte quelque chose de très novateur. Ça a déjà dû être fait 1 ou 2 fois, mais en tout cas dans les sagas cultes, il donne un aspect whodunit, à savoir que le masque est systématiquement le même, donc Ghostface est toujours le même, mais on ne sait pas qui se cache derrière. Oui, parce que finalement, c'est ce qui garde du slasher en rompant pas complètement avec la tradition, c'est de pas savoir vraiment qui est derrière. Sachant que pour le coup, là, ça pourrait vraiment, et dans les 3 qui vont suivre, être absolument n'importe qui. Mais probablement un proche des personnages, l'un des personnages de l'histoire,
Et ça, après Scream, ils vont tous copier cette façon de faire. Mais comme tout criminologue de série qui se respecte te le dirait, hein, un tueur en série qui tue des gens dans un même le cercle social ne peut forcément qu'appartenir à son cercle social. C'est des études de cinéma ou de sociologie, ça? Je sais pas, c'est Pierre Bellemare qui me l'a dit, mais ça a été repris effectivement dans plein de films et dans plein de séries ensuite. C'est-à-dire qu'on va te dire que dès que quelqu'un tue des gens en série dans un même cercle, dans un même milieu social, c'est forcément un proche des victimes. C'est complètement fou. De quoi? Avec cette émission, j'avais peur des 260 000 références qu'il y a dans ma tête, et toi, tu nous cites Pierre Bellemare. je te trouve absolument fantastique. Bah écoute, il y a pas de raison. Donc voilà, ça c'est établi. Maintenant, est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'histoire, donc post-générique? Pas du tout, je pourrais, mais en fait je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. Tatou, mais c'est quoi tout ce cirque? T'es pas au courant? Non. Casey Baker a été tué avec son copain Steve hier soir. Quoi? C'est pas vrai. Quand je dis tué, faut voir comment. On nage en plein film gore. On leur a ouvert le bide du nombril jusqu'au cou. Casey, mais c'est ma voisine au cours de biologie. Eh bien, ça ne l'est plus. Ça a dû être l'horreur pour les parents. C'est eux qui l'ont trouvé pendu dans le jardin, avec les tripes à l'air. Oh mon Dieu. On sait qui a fait ça? Bah, si on le savait, les flics seraient pas là à interroger toute l'école. Alors je me demande quand même en le réécoutant, parce que là on le réécoute sans les images nous, mais je me demande quand même jusqu'à quel point dans les autres slashers qu'on a vus avant et après, ces gens avaient tellement l'impression d'être sortis de confession intime ou de tellement vrai. Et moi j'aime bien entendre ça en français pour une fois, parce que de toute façon en VO, il n'y a pas beaucoup de prix d'interprétation qui se promènent dans ces films-là. Ah non mais j'adore ça, mais j'avais jamais remarqué à quel point c'était... Mais c'est pas vrai. Mais rappelons... La voisine du cours de biologie. Bon, en plus sérieusement, Scream n'était pas... Non mais attends, quand même, c'est servi par des dialogues absolument fantastiques, des acteurs absolument fantastiques. Voilà. Là, en l'occurrence, celle qu'on vient d'entendre, j'ai des doutes, mais Neve Campbell et Rose McGowan, pour pas les citer. Oui, non mais ça allait ensemble, si tu veux. Mais je pense en plus que le budget doublage et le budget acteur était pas terrible. Ça reste quand même un succès surprise. C'était pas vraiment monté pour... avec les moyens pour donner quelque chose de grandiose. Tout ça pour dire que, voilà le pitch, on a retrouvé Casey Baker assassiné dans sa maison avec son petit copain. Les flics et les journalistes débarquent sur le campus où on découvre Sidney Prescott, donc joué par Neve Campbell, et sa super meilleure copine de la mort, Tatum, j'ai oublié son nom de famille, mais qui est la petite sœur en fait du shérif adjoint, ou de l'assistant du shérif, ou du mec qui vide les poubelles, on sait pas trop, mais qui travaille au commissariat, qui est joué par David Arquette. Et sur le campus, on trouve donc également Gail Weathers, qui est jouée par Courtney Cox, qui fait partie des journalistes, et bien sûr tous les potes de Sidney qui vivent avec elle dans sa classe, parce qu'après tout, ils sont tous au lycée. C'est vrai. Voilà, globalement. Et le proviseur. Il y a un proviseur qui se balade. Ouais, tout le monde s'en fout, mais c'est Henry Winkler, et j'aime bien le rappeler parce que c'était quand même Fonzie. Ah mon Dieu! Bah oui, oui. Mais comme tu as raison. Bah oui. Je l'ai su, j'ai oublié, et j'ai revu le film, et maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. Oui. Voilà, pour les gens qui verront la scène, bah oui, forcément, voilà. C'est Fonzie. Ouais. Tu viens de me faire un geste encore. Oui, mais je te le fais à toi, parce que si en même temps, je te le fais à toi car je ne te spoil rien. D'accord. Tu l'as vu, je l'ai vu. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu par contre. Oui, mais est-ce que les gens se rappellent que c'était Fonzie? Ah ça, Voilà. Toi, tu l'as vu la semaine dernière et tu t'en rappelais pas, donc tu vois. Les gens qui se rappellent que c'était Fonzie, ils ont forcément plus de 60 ans et ils ont pas souvent vu Scream, ceux-là. Alors pour les gens qui nous écoutent, je n'ai pas plus de 60 ans, j'ai vu Scream et je sais qui est Henry Winkler. On s'en fout, c'était un détail. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, le tour des personnages, un journaliste, un flic, une poignée de jeunes. On va peut-être devoir à un moment ou un autre détailler un tout petit peu les potes. Oui, bien sûr. Pas forcément en termes des acteurs, enfin ça je te laisserai faire ce que tu veux parce que toi tu connais peut-être un petit peu plus. Oui. Mais Randy, qui est devenu la mascotte de la saga Scream. Mm-hmm. Oui. C'est le meilleur ami amoureux de Sidney. Oui, voilà, c'est pas vraiment le meilleur ami, mais c'est le puceau. C'est le soupirant. C'est le puceau, c'est-à-dire que de toute façon ils sont pas compliqués, ils sont 5, 2 couples et un puceau. Oui, mais on sait pourquoi il est puceau en même temps. Ah oui, Bah oui, parce que dès que t'es plus puceau, tu meurs. Ah oui, non mais bien sûr, mais c'est aussi il y a toujours un nerd, un mec un peu con dans tout bon Skeritine. C'est pas un peu con, c'est le copain de la tueuse, j'allais dire. C'est le copain de l'héroïne qui est à moitié amoureux d'elle et en même temps qui est le mec qui travaille dans un vidéoclub et qui est forcément spécialiste de fans de films d'horreur. Sidney l'héroïne a elle-même une vie particulière qui va donner un peu de sens à l'histoire à un moment ou à un autre. Bah, c'est-à-dire que pendant la première heure et quart, t'as envie de lui donner des gifles et puis après tu te dis bon, peut-être que ça avait un sens. Mais effectivement, Sidney est une petite chose fragile puisque sa mère a été assassinée 1 an avant par... Probablement Cotton Weary. Oui, un homme donc, qui a été arrêté et condamné pour le meurtre. Mais bon, on se dit
on se doute très très vite qu'en fait la police locale est pas non plus forcément la fine fleur du pays. D'où le personnage de Gail Weathers, par ailleurs, journaliste convaincu de son innocence, c'est un peu l'enquête de sa vie, et qui, dès qu'elle apprend qu'il se repasse des choses dans cette ville de Woodsboro, on l'avait pas dit, Woodsboro. Décide de revenir en se disant qu'il y a peut-être un lien, Cotton Weary, Sidney Prescott, l'héroïne, tout ça. Voilà. Et qui est très très mal accueilli forcément, puisque Sidney a décidé que ça allait pas être sa copine, étant donné qu'elle essaie de faire sortir le mec qui a été condamné pour le meurtre de sa mère. Voilà. Ce qui donne des scènes que moi j'aime beaucoup particulièrement. Il y en a plein qui vont mourir, il y en a quelques-uns qui vont survivre. Petite nouveauté, comme je le disais, le tueur sera démasqué. Et pas invincible. Ouais. Non, c'est pas avant le 3e. Non, mais c'est du coup, c'est intéressant parce que ça va donner lieu à des suites qui seront repensées, réécrites et réarticulées autour du concept du tueur, mais qui en même temps sera pas le même tueur. Contrairement à des Freddy, à des Jason, qui sont des mêmes personnages qui reviennent inlassablement encore et encore et encore pour buter des gens. On sait pas pourquoi finalement. Ça perd un peu de son sens au bout du 14e. Oui, on donne un petit côté, policier, ce jeu très 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 bien, qui est de façon quand on y allait au cinéma, il se passait pas 10 minutes sans qu'on se dise je sais c'est lui le tueur, et à la fin on disait ah tu vois je te l'avais dit c'était lui, bah oui mais t'as suspecté absolument tout le monde pendant tout le film, donc oui tu le savais oui. Et il y a des gens qui le disent vachement mieux que nous. Je suis sûr que c'est le père de Sidney. Pourquoi les flics ont toujours pas mis la main dessus? Parce qu'il s'est fait buter comme les autres. Juste avant la fin du film, on trouvera son cadavre quelque part, les yeux en dehors des orbites, les dents arrachées et tous les doigts coupés. Quand je te dis que les flics ont toujours un train de retard, qu'ils regardent le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. Il y a une formule là-dedans, c'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Alors tu parlais de métafilm tout à l'heure. Voilà, donc là on va y arriver effectivement. Qui regarde quoi, qui est vrai, qu'est-ce qui est dans quoi et comment on envisage le truc. Le spectateur dans le film, le méta-spectateur, le nous à l'intérieur du scream. La mise en abîme, oui. Non mais le personnage donc de Randy, donc fameux soupirant, copain de Sidney Prescott, femme de film d'horreur qu'on entend beaucoup. Qu'on entendait déjà au début de notre émission avant le générique qui annonçait les règles pour survivre dans un film d'horreur par ailleurs. Ouais, exactement. Donc ce personnage qui est donc nous en fait. Plus ou moins, c'est-à-dire c'est le personnage qui a peut-être le plus de recul et qui connaît les codes par cœur, qui sait comment ça fonctionne. Il a vu tous les Freddy, il a vu tous les Halloween, il a vu tous les Vendredi 13, il a même vu des films que moi-même j'ai pas vu comme Le Bal de l'horreur. Mais le vrai maître du jeu, et c'est tout le génie de Scream, c'est tout de même Wes Craven qui nous présente un espèce de métafilm où chacun connaît les codes, mais il les connaît aussi pour mieux les détourner par moments. Et c'est un film qui est une réflexion sur un genre. C'est ça qui est absolument fabuleux, et une comédie sur un genre. C'est assez étrange parce qu'on garde les codes habituels, c'est-à-dire qu'on bute des gens et on égorge des filles avec des gros nichons qui courent dans les maisons pour s'enfermer n'importe où, dans les endroits les plus débiles du monde. On avait ça avant dans les films d'horreur, les gens qui se posent des questions en se disant mon Dieu mais qui est l'assassin et peut-être que, et tiens j'ai une théorie. Et là pour le coup on assiste vraiment aux discussions. Ils ont 16 ans, ils sont au lycée, ils sont complètement à la masse. Oui, ils n'ont peur d'ailleurs que lorsque le tueur est vraiment dans le coin parce que... Oui encore hein. Et encore, il y a des moments, oui, il y a des moments où il faut vraiment que le tueur, en plus de faire agreux avec un gros couteau et porter le masque, commence à blesser un peu pour faire non mais c'est vraiment moi. Je ne suis pas un copain qui te fait une blague. Je suis le vrai tueur. Donc on va vous passer un petit bout de la BO du film, donc Youth of America. La chanson s'appelle Rainbird. Wasted. Don't believe the thing they're selling you. You got a carrot on a stick in front of you. Take it back from the holy child. You know they can't even use it now, and it was yours in the first place anyway.
Bon, ben moi je suis désolée, mais voilà. Alors on n'a pas le même âge, donc on n'a peut-être pas la même culture des films d'horreur, mais moi tu me fais écouter ça à la radio et je te dis ah bah c'est là une BO de slasher. Mais le score de Scream est très bien. Oui, Le score de Scream, je score de pense Scream, aussi slasher. le score de Scream est absolument extraordinaire. Oui, c'est très très bon. Non, Je sais c'est pas qui génial. l'a fait d'ailleurs. On l'a pas. J'ai oublié. Non. Pour être très franche avec vous, je suis allée voir et j'ai oublié. Oui, donc mais on respecte le monsieur. Donc même sans nom on le dit. Mais oui, mais c'est parce que quand tu parles justement, on va peut-être Oui, parce venir que tu sur parlais ce que... du renouveau du slasher. Ben, un renouveau, c'est-à-dire que c'est toute la méprise selon moi, c'est que Scream a tenté de tuer le slasher. Et Oui. le faisant, de par la popularité de Scream, il a ressuscité le genre, mais pour le pire, ceci étant dit, parce qu'on n'en sauve pas beaucoup des slashers post-Scream. Non, alors d'abord il a tué. Il a essayé de tuer le genre pour une raison très très simple, c'est que le genre était complètement mort. Enfin, pour moi, il y a un extrait qu'on entend dans le film qui est Sidney Prescott qui pète un plomb au téléphone, et pour moi, c'est exactement le projet de. Enfin, c'est exactement et essentiellement le projet de Wes Craven. Tu aimes les films d'horreur, Sidney? Ce que j'aime quand tu prends cette voix, Randy, c'est très sexy. Quel est celui que tu préfères? Tu sais bien que je regarde jamais ces trucs-là. Pourquoi? Ça te fait peur? Non, c'est que c'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle, c'est consternant. Et pour le coup, voilà, c'est ça que Craven essaie de détruire, mais ça marche pas parce que le film a tellement bien marché en lui-même. Mais que voilà, ça a ressuscité, et donc on Voilà. a eu plein de nouveaux slashers, mais très proches de Scream, à savoir toujours ambiance campus, Ouais. des jeunes, et un tueur, non pas un boogeyman comme Freddy ou Jason, Ouais. mais un tueur masqué qui est un proche... Ouais. dont on doit découvrir, et puis ils ont eu des suites aussi, je pense évidemment à donc Souviens-toi l'été dernier. Ouais. Urban Legend. C'est les deux principales, c'est les deux franchises qui ont un tout petit peu marché. Bah, c'est les deux dont je me rappelle clairement. Oui, à voilà. l'époque, en tout Bah, cas, le reste a fait un beat très très rapidement, sauf les Scream suivants. Donc. Oui, mais parce qu'après, ça reste un truc quand même très à part. Scream dans le monde des slashers, enfin rien que le statut, tout le monde sait que c'est à la fois quelque chose qui a donné naissance à plein de trucs qui avaient pas forcément la même qualité et en même temps qui ont été faits par milliers après, on vient d'en citer quelques-uns, et qui en même temps à la base étaient pas faits pour et a été pris à son propre piège, donc c'est forcément un film à part. Et au final, c'est une saga à part, puisque bizarrement, alors qu'il aura tenté de tuer ce qu'il a fait, en quelque sorte, le slasher, il a réussi ses suites. Oui, Selon moi, suites- toutes ses suites. Et les suites sont vachement bien. Oui, vraiment. Et la trilogie, avant d'aller voir celui qui est sorti il y a 2-3 ans, était une vraie trilogie. Parce qu'il y a un truc qui est très important aussi dans Scream, c'est que Craven le fasse exprès ou pas, c'est qu'il se fout pas de la gueule du spectateur. C'est-à-dire qu'il va pas faire un truc avec 3 bouts de ficelle, pas réfléchi, pas construit, et oui, avec une espèce de fin en queue de poisson, un truc totalement ridicule. Je disais avant l'émission, je suis tombée sur Souviens-toi l'été dernier 3 cette semaine à la télé, mais je me souviens du premier où même de base tu savais plus ou moins qui était l'assassin et pourquoi. Tu savais pas vraiment qui était sous le cierge avec le crochet, mais tu savais où t'allais. Bon après, l'identité du tueur en soi, aucun intérêt, ça faisait plouf et puis voilà, c'était fini, on allait peut-être en faire un deuxième. Ça faisait tellement plouf que ça finit sur un cliffhanger. Et là pour le coup, je pense que les 4 films sont aussi bien parce que Craven a apporté un vrai soin et à son scénar et à ses histoires et à sa réalisation, oui, plus ou moins. Et après, au fait que il s'est dit tiens, je vais faire une trilogie, je vais faire une vraie trilogie. Je vais pas faire un 3e film. Souviens-toi l'été dernier, c'est pas compliqué. De toute façon, on a demandé aux scénaristes de Scream de reprendre le même scénario à la va-vite. Oui, mais Parce que c'est Kevin Williamson qui est, alors, pour le coup, responsable du scénario de Souviens-toi l'été dernier. oui, bon, Kevin Williamson. Kevin Williamson. Bah, je ne sais plus du coup. Kevin Williamson, pour le coup, c'est pas non plus sorti de Scream, c'est pas non plus un génie, tu m'excuseras. Non, mais ça a été C'est quand même le mec qui a fait Dawson, quoi. Ça a été un génie avec tout le 4 fois. respect que j'ai pour Dawson. Ça a été un génie 4 fois. Non, ça a été un mec qui a bossé avec un autre mec à un moment et l'alliance des deux a fait que. Point. Je mettrais plus quand même de choses, sachant que j'adore Wes Craven. J'ai pas dit qu'il était mauvais, mais chacun étant bon dans leur domaine, forcément, Oui, quand oui. tu les mets ensemble, ça donne quelque chose, encore une fois, de vachement bien construit et de soigné. Et je pense que tout ce côté respect du public, d'un public de jeunes, je crois que ça vient de Kevin Williamson, il me semble. Ah, mais peut-être, je dis pas le contraire, je dis juste que de toute façon, dans sa globalité, le film marche parce que on fait pas des trucs gratos et encore une fois, on respecte son spectateur. Oui. On fait un truc soigné, on fait un truc léché, on fait un truc réfléchi, intelligent, et en même temps marrant et sympa, même si c'est pas le premier truc qui me viendra à l'esprit quand on regarde un film d'horreur. Enfin,
c'est pas limite t'as envie de devenir un copain avec eux parce que leur vie a l'air trop cool, mais parce que quelque part tu pourrais mourir écrasé par une porte de garage, mais voilà, il y a un truc qui fait que c'est à la fois très sympa et à la fois flippant et à la fois soigné et c'est cool. Oui, et oui, il tout l'a à fait fait. 4 fois. Tout à fait. Ben, c'est ça qui est incroyable parce que effectivement, ce qui était nouveau, c'est que le public ils se sont dit, le public est jeune, le public connaît ça, le public aime ça. Enfin, c'est l'ouverture du deuxième où qui se passe dans un cinéma lors de la projection d'un film. Le film dans le film. Et parce que c'est intelligent en plus. C'est admirable. Et le public est absolument déchaîné. Tout le monde est grimé comme le tueur, se prend pour le tueur, donne des faux coups de couteau dans le vide avec des jouets comme le tueur. Donc, Wes Craven et Williamson savaient que c'était pour eux, c'était ça qui est le coup de génie. Prenons la dernière grande saga d'horreur à avoir eu du succès, Saw, c'est ce que je lui reprochais. Autant le premier épisode était beaucoup moins de maîtrise, mais était sympa parce que eux-mêmes s'étaient dit bon, film d'horreur c'est un jeu, donc on va faire aussi une petite mise en abîme, on va faire un jeu dans le jeu. Et la suite, c'était les jeunes ils aiment bien le sang, ils aiment bien le gore, on va leur en remettre. Je trouvais ça déplorable. Oui, ce qui n'est pas le cas dans Scream 2. Non, parce que Scream 2 reprend le Scream 2 raté. C'est Souviens-toi l'été dernier, c'est Urban Legend. Avec la sympathie qu'on peut avoir pour ces films ou non, hein, mais Scream 2 par contre, c'est on va pousser le bouchon un peu. Bah disons que je vais aller regarder Souviens-toi l'été dernier avec sans déplaisir, mais ça va pas me scotcher. Enfin je veux dire, je vais regarder ça une nuit où je veux pas dormir parce qu'il y aura rien d'autre et puis qu'en même temps je l'ai vu quand j'avais 15 ans puis bon c'était sympa. Enfin Scream ça reste quand même je me souviens là cette semaine je l'ai regardé comme ça, je me suis levé à 8h30 un matin, je me suis fait une cafetière et je me suis assise et je me suis dit allez je regarde Scream. Mais ça c'est parce que c'est et au-delà du fait que c'est un film important dans ma filmographie parce que je l'ai vu à un âge où d'abord j'ai vu le deuxième en premier, mais où je l'ai vu à un âge où tiens il y avait un nouveau genre de film que je découvrais et du coup c'est devenu important. Mais au-delà de ça maintenant on est quoi, 10 ans après? C'est sorti quand? 96? On est nettement après 10 ans, oui, on est 20 ans après. On est 20 ans après. On est 20 ans après, la vache. Mon Dieu. Ah, c'est pour ça qu'ils ont tous pris super cher, les acteurs. Faut que je pense à mes points retraite. Ces pauvres d'acteurs. Alors par contre, pour le coup, il y a un truc, je vais en dire juste un mot, mais la seule chose qui échappe pas à la règle, c'est les acteurs de slasher. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas grand monde avant, qui sortaient un peu tous de nulle part. Depuis Scream, tu veux dire? Non, avant. Les Matthew Lillard, les Skeet Ulrich, les Rose McGowan. Oui, non, mais les acteurs de slasher. Non, les acteurs de Scream en particulier, oui. qui sortaient à peu près tous de nulle part, avant d'avoir fait Scream, qui sont devenus des gigastars sur le coup parce que c'était les acteurs de Scream et que Scream a fait un carton, et qui ensuite, on fait quand même quasiment tous, comme tous les acteurs de slasher, c'est-à-dire plouf, vraiment. Oui, plus ou moins. On a quelques exceptions près, mais t'as quand même 4 films qui sont 4 slashers. Il y en a quand même pas beaucoup qui ont réussi à sortir et avoir une carrière après. Et je parle pas des 3 principaux. Ceci dit, les choses ont un petit peu changé. Les choses n'étaient pas comme ça avant. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme ça puisqu'on peut plus vraiment. Il y a plus des masses de slashers, mais même dans les films d'horreur, on va retrouver. Aujourd'hui, on a des stars pas chères qui s'appellent les stars de série et qui se prennent beaucoup. Scream 4 d'ailleurs se paie pas mal de stars de série. Les stars de série, c'était déjà des vieilles stars de série sur le retour, hein, sans vouloir être vexante. Kelly Rutherford. Ouais, mais il y a Alison Voilà, Brie. je mets à n'importe qui le 4, pardon. Non, oui, bien sûr. Je parle du 4, justement, aujourd'hui, le 4 étant un film récent, aujourd'hui, on prend des stars de série pour faire des films d'horreur. J'ai vu, je vais pas aller dans le détail, mais j'ai vu par exemple la Penny de Big Bang Theory, qui doit être la plus grande star de série, l'une des filles de série la mieux payée aujourd'hui. Je l'ai vue alors que Big Bang Theory avait déjà commencé dans un film d'horreur obscur, nullissime, dont je n'ai même pas retenu le nom. Voilà, c'est quelque chose de très très fréquent. Ok. Alors qu'avant, dans Massacre à la tronçonneuse 3, il y avait Renée Zellweger et Viggo Mortensen. Mais eux ont eu des carrières après, mais cela dit, comme ça, c'est aussi une tradition du slasher. Drew Barrymore, qui n'était pas une méga star avant de faire... après E.T., après qu'elle soit devenue droguée, alcoolique, junkie, prostituée, tout ça, bac et machin, et qu'elle ait fait ses cures, gna gna, entre E.T. et Scream, c'était quand même peanuts. Oui. Et elle... Tu parlais de Renée Zellweger ou de Johnny Depp, les gens qui ont fait de la figuration avant d'avoir une carrière quand ils sortaient de slasher. Elle, par exemple, c'est l'incarnation de la meuf qui est sortie du slasher et qui a fait carrière. En vrai. Parce que bon, Rose McGowan, je suis navrée, je considère pas qu'elle ait fait carrière. Mais elle a fait des séries, c'était très bien, mais elle a pas fait de cinéma, alors que Drew Barrymore, pour le coup, c'est la miraculée du film. Oui, c'est presque, de la saga, un caméo, ceci étant dit, Drew Barrymore. Hein, on en oui, est mais à la limite du c'est caméo. ce qui a relancé sa carrière. Oui, ça clairement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, mais je crois que c'était plus ou moins volontaire de la part de Wes Craven de prendre une actrice morte entre guillemets pour la ressusciter et la retuer. Et tant mieux. C'était bien joué. Je sais que toi tu l'aimes beaucoup Drew Barrymore. Oui, j'aime beaucoup Drew Barrymore. Je n'en suis pas fan, mais tant mieux pour elle en tout cas, et tant mieux pour toi, et puis tant mieux pour les fans. Voilà. Il a essayé de faire la même chose dans le deuxième, ça n'a pas marché. Ça m'a fait beaucoup de peine. Oh, c'est pas celle qui se fait tuer à l'ouverture.
Non, pas Jada Pinkett Smith, hein, qui elle n'a pas de carrière, c'est la femme de Will Smith. Oui, non, tu penses à Drew Barrymore dans le film, dans le Stab, voilà. Ouais, pour moi, qui est c'est aussi une actrice que j'aime beaucoup, mais. D'ailleurs, on parle bien de Sarah Michelle Gellar ? Non, on pas parle du de tout. la scène d'ouverture. Oui, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas. On parle de Drew Barrymore dans Stab. Mais je ne la connais pas, cette actrice de la scène d'ouverture. Mais si, c'est Heather Graham. Ah mon dieu. Ben oui. Mais je ne connais pas C'est Heather Graham. une blonde à poil, c'est forcément Heather Graham. Oh là là, j'étais loin, d'accord. Oui. Du film dans le film. Tout ça n'a absolument aucun intérêt. Non, mais c'est compliqué. Oui, voilà, donc il faut regarder Scream. Oui, il faut regarder Scream et surtout il faut regarder les 4. Il faut les revoir si on les a, et même le 4e hein, qui était grandiose. Et il faut les regarder en boucle. Oui, ça marche. En plus, on peut la regarder en boucle. En vrai, c'est génial. Ça marche. Il y a un 5e de prévu. On verra s'il pourra être inclus. Il y a un 5e de prévu. Ouais, c'est ça. Non, il y a un 5e de souhaité. Mais de souhaiter par Weinstein. Oui, bah pour l'instant, il est quand même pas fait. Hein, quand Weinstein veut, Weinstein a. Ouais, et bah comme moi, je ne suis pas d'accord, je vais vous dire que non. Olivier, et tu vas donner un conseil plutôt. Mon conseil du jour, ouais. Alors le conseil du jour pour ma part, on arrive à l'ouverture du Festival de Cannes incessamment sous peu, donc rien à voir. J'avais envie de conseiller La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino avec Tony Servillo qu'on était allé voir l'année dernière justement dans le cadre du festival. Donc un film italien qui fait 3 heures, que je vous conseille de regarder en VO, que je ne voulais pas aller voir et qui pour moi était le film de l'année dernière, à côté duquel la terre entière est passée. Si vous avez l'occasion, bah si. Ça a été le grand oublié de Cannes, personne n'en a parlé. Pas de Cannes. Personne n'en a parlé. Cannes l'a mis en compétition. Et alors ? On ne dit pas qu'il a été oublié de Cannes. Il a été totalement oublié. Les critiques de Cannes, et moi tout ce que j'ai lu, mais attends, même le pitch sur le site officiel du Festival de Cannes n'avait rien à voir avec le film. Pardon, hein, c'est vraiment que les mecs, ils avaient pas envie. Tout ça pour dire que, si vous avez l'occasion, il est sorti en DVD depuis le temps, foncez, parce que c'est à voir. Non, c'est vraiment c'est sublime. Un film à voir. C'est extraordinaire. Sublime. C'est parmi ce que j'ai vu de mieux l'année dernière aussi, ça, y a pas de problème. Et 3 heures en italien, ça passe nickel. 2h40. C'était long. Hein. Bah, dis donc. Non, mais c'était vachement long. Alors, je vais donner un conseil beaucoup moins classe que le tien, mais j'avais envie de rester dans le film d'horreur que je dois avouer aujourd'hui, il ne m'excite plus beaucoup. Et on avait vu ensemble d'ailleurs un film d'horreur que j'avais trouvé plutôt pas mal, qui était Mama d'Andrés Muschietti. Ouais, qu'on avait vu au cinéma l'année dernière aussi. Voilà, avec Jessica Chastain et Jamie. Je suis désolé, j'ai pas son nom. Nicolas Coster-Waldau. Nicolas Coster-Waldau. Voilà. Désolé. Et voilà. Il était sorti l'année dernière et puis il était plutôt chouette. Ouais, c'était sympa. C'était bien foutu. Oui. J'ai passé une super séance. Ah, t'as aimé quand même? Même si t'as eu peur. Oui, j'ai regardé entre mes doigts, mais j'avoue que c'était cool. Et comme c'est un genre que moi non plus, je n'aime pas particulièrement, je trouvais ça quand même relativement cool. Je suis d'accord avec toi. Sur ce, on va vous laisser avec un BO. Alors, pour le coup, un morceau de la BO culte aussi de Scream, puisque c'est un morceau qu'on va retrouver dans les 4. Un morceau qui s'appelle Right Hand de Nick Cave. Et comme l'avait dit Christopher Reeves dans Le Village des Damnés, j'aurais juré avoir entendu un soupir. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a